Bienvenue à Manhwa Recap. Révélation à venir, attention, et prenez soin de vous. Le manhwa commence avec un homme nommé Yu Danduk qui passe une entrevue d'embauche. Nous apprenons qu'il n'a aucun talent, et il explique qu'il existe des donjons à travers le monde. Les personnes qui s'éveillent ont des talents et certains pensent que c'est une bénédiction, mais pour Danduk, ce n'est pas le cas. Au cours de l'entretien, nous constatons qu'il discrimine Danduk parce qu'il n'a pas de talent, ce qui est contre la loi. Danduk demande des excuses de leur part, mais il continue à le discriminer. Il leur révèle qu'il enregistre leur conversation et il s'excuse immédiatement. Il leur dit qu'ils peuvent essayer de s'expliquer auprès de la Commission des droits de l'homme, et il s'en va. En partant, il se moque des bénédictions, puis marche sur de la gomme à mâcher. Alors qu'il racle sa chaussure sur un trottoir, il est aspergé d'eau. Il se demande pourquoi sa journée est si mauvaise et rentre chez lui. Il constate qu'il y a une fenêtre couverte de vomi qui vient de l'extérieur. Il la nettoie et appelle sa mère pour lui demander comment s'est passée sa journée. Nous apprenons également qu'il n'aime pas son oncle, il dit à sa mère qu'il va bien, mais nous pouvons voir des lettres de paiement en retard qui s'empilent. Il sort fumer et, au moment où il allume sa cigarette, il commence à pleuvoir. Il hurle vers le ciel et, de frustration, s'écroule sur le sol. Nous apprenons qu'il est vraiment en colère contre Dieu. Un éclair le frappe ensuite. Alors qu'il perd connaissance, il se demande ce que sa mère va faire sans lui. Il ouvre les yeux pour se retrouver en vie, et voit une fenêtre d'état qui dit « Embauche, les dieux vous attendent ». Danduk se demande si Dieu existe vraiment, car il l'a maudit et a été frappé par la foudre. Normalement, quand quelqu'un est frappé par la foudre, il meurt, mais lui n'a pas une égratignure. Et maintenant, il voit un message flottant. Il se demande s'il s'agit d'une fenêtre d'état, car c'est ce que peuvent voir ceux qui ont des talents. Il essaie d'ouvrir sa fenêtre de statut, mais rien ne s'affiche. Lorsqu'il se demande pourquoi il y a écrit « Embauche », le texte sur la fenêtre change en une offre d'emploi. Comme il n'a rien à perdre, il décide de se lancer. Il voit qu'il y a des catégories, et que certaines requièrent un pouvoir divin. Il se demande si c'est un point tournant pour lui, et il postule pour un emploi qui ne nécessite pas de pouvoir divin. Nous voyons que la fenêtre est celle de Thor et qu'il s'agit d'un donjon. Elle mentionne également que les donjons sont faits par des dieux, et se demande ce qu'est 12 Thor. Réalisant que c'est le paiement pour le travail, il accepte, et est alors transporté au milieu d'une forêt à l'aide d'un éclair géant. Il sort d'un arbre cassé et est attaqué par un monstre. Quelqu'un saisit le monstre par le cou, regarde Danduk et lui demande s'il est le nouvel employé. Il se présente comme le dieu du tonnerre, Thor. Il va chercher Danduk et lui dit qu'il devrait parler pendant qu'il marche vers le lieu de travail. Thor s'imagine qu'il doit être un dieu d'Asie, et Danduk décide de jouer le jeu en disant qu'il est le dieu des montagnes. Thor mentionne que Danduk a l'air d'être immergé dans le monde des humains, et que cela pourrait être un problème. En effet, son travail consistera à créer un lieu où les humains souffriront. Thor lui demande s'il a entendu parler du labyrinthe des Minotaures en montant des escaliers, et Danduk voit une structure géante ressemblant à un labyrinthe. Thor l'informe qu'il l'aidera à construire cet endroit. Nous voyons Danduk travailler dur et aider autant que possible. Danduk et un autre dieu sont dans un chariot et parlent des nombreux compliments qu'il reçoit. L'autre dieu dit à Danduk qu'ils doivent partir à pied à partir d'ici, car le chariot va activer leur piège. L'autre dieu dit à Danduk de faire attention où il met les pieds et lui montre à quoi il ressemble. Il dit à Danduk que cela lui servira de leçon. L'autre dieu explique également que les dieux de basse classe doivent travailler pour vivre et que les dieux de haute classe créent constamment de nouveaux donjons. Ils ont donc du pain sur la planche. Ils entrent dans une autre pièce, Danduk pose sa caisse, et nous apprenons qu'à l'intérieur de la caisse se trouve un rocher qui génère des araignées. Danduk voit un autre monstre et demande ce que c'est, et l'autre dieu lui dit que c'est un homme lézard. Nous voyons également un trou dans la gorge de l'homme lézard, qu'il demande à Danduk de ne pas toucher car c'est un point vital. Il passe à la salle suivante, et un gobelin saute pour effrayer Danduk. Le gobelin et l'autre dieu se moquent de lui. Nous apprenons que les gobelins sont intelligents et difficiles à vaincre. Ils atteignent la fin du labyrinthe et s'assoient à l'extérieur de la salle du boss de donjon. Thor s'approche et mentionne qu'il a entendu tous les compliments, et demande s'ils ont fini avec le placement des monstres. L'autre dieu répond qu'il n'en reste plus qu'un. Thor sort son marteau et dit qu'il est temps de renvoyer les dieux de classe inférieure en dehors du donjon. Il dit à Danduk qu'il a bien fait son travail et de lui donner des conseils la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Et il abat son marteau sur lui. Danduk est de retour dans sa maison en criant, et pense qu'il a été puni pour avoir menti sur son statut de dieu. Il est heureux de savoir que ce n'était pas un rêve et qu'il s'est enfin réveillé. Une fenêtre d'état apparaît, lui demandant s'il souhaite vérifier son salaire, et il l'ouvre. Dans la boutique, il voit des objets tels que la lance d'Odin, l'armure de Néméan et le collier de Freya. Il voit aussi leurs pouvoirs, comme la foudre,
la flamme et la destruction. Il se rend compte qu'ils sont très chers. 70 000 tors pour un, et il n'en a gagné que 12 pour son dernier travail. Il voit un autre onglet pour les talents, et ils sont tous de classe double et il dit que le plus important est le prix, et il en trouve un pour 12 tors. Il décide d'acheter un talent d'épée parce qu'il aimait ça quand il était plus jeune, et se demande si ça va marcher. Il débloque une offre spéciale achetée en un, recevez en un gratuitement, pour son premier achat, et il achète le talent de combat. Après l'avoir acheté, il se sent soudainement nauséeux et tombe par terre. Son corps est en train d'être réajusté à ses talents et renforcé complètement. Il a une vision de sa mère s'excuser pour être incompétente et lui dit de ne pas s'inquiéter car maintenant il a un talent. Mais elle lui dit qu'il n'y a pas moyen qu'il en ait un, et il pense que tout cela n'était peut-être qu'un rêve. Alors il appelle la fenêtre d'état. Nous voyons qu'il est devenu un dieu de bas étage et qu'il possède ces deux talents. Il qualifie la vie d'injuste, car un homme sans talent peut devenir un dieu. Son téléphone se met à sonner, et c'est sa mère. Elle lui dit de ne pas venir à l'hôpital, et après qu'il ait demandé pourquoi, quelqu'un d'autre prend le téléphone et lui dit qu'il y a un donjon près de l'hôpital. Jusqu'à ce que la situation s'améliore, il ne pourra pas la visiter. En entendant cela, le jeune homme abandonne son téléphone et s'enfuit directement de chez lui. À l'hôpital, nous voyons des hélicoptères, et les militaires ont fermé l'hôpital et ne laissent personne entrer. Danduc arrive en taxi et active l'une de ses compétences, la concentration au combat. Il est capable d'entendre des conversations de loin et voir plus loin. Danduc dit à l'un des soldats qu'il doit entrer à cause de sa famille, et le soldat lui répond qu'il y a des signes d'un labyrinthe et qu'ils ne peuvent donc pas l'autoriser à entrer. La foudre s'abat sur les gens et les renvoie en arrière, renversant les voitures. Danduc se demande ce qui se passe et aperçoit une porte. À l'intérieur, se trouve le labyrinthe sur lequel il a construit pour Thor. Il se demande pourquoi la porte du labyrinthe est là et aide un homme à se relever. Il pousse rapidement l'homme sur le côté et évite une épée. Un autre homme empalé par une épée lui dit de s'enfuir. Nous voyons des hommes lézards sortir en masse de la porte. L'un d'eux lance à nouveau son épée sur Danduc, mais il active sa compétence et l'attrape en l'air. L'un des hommes lézards s'approche de l'homme qu'il a aidé à relever, et Danduc le tacle. Il se relève, mais il est entouré d'hommes lézards. L'un d'eux l'attaque par devant, l'autre par derrière. Il les esquive tous les deux, et utilise son talent pour en frapper un et l'envoyer au loin. Un autre homme lézard se jette sur lui, il l'esquive et lui donne un coup de pied dans la tête. Un autre lézard l'attaque par derrière, mais il saute par-dessus sa tête et l'écrase sur le sol. Un homme s'approche de lui demande de quelle guilde il fait partie et se présente comme Nangung Doike. Il lui demande s'il est un chasseur non affilié et s'il veut se joindre à eux pour nettoyer le donjon. Danduc décide qu'il n'est plus une personne ordinaire et que s'il n'arrête pas le donjon, les monstres en sortiront. Il les accompagne. À l'intérieur du labyrinthe, il les guide et leur dit qu'il leur indiquera le chemin à suivre. Il leur explique qu'il y a des pièges et il s'étonne qu'ils les connaissent. Il leur dit que c'est un secret d'entreprise et il continue à avancer. Il prend une torche sur le mur et leur dit de se préparer. Il se retrouve devant une porte géante sur laquelle se trouve une araignée. Danduc décide que ce qu'il sait où se trouvent les araignées, il n'a qu'à brûler l'étoile pour les attraper toutes. Mais il active sa focalisation de combat et entend quelqu'un demander de l'aide. Doike dit à son groupe d'écouter les ordres de Danduc, et l'une des membres s'approche de lui pour le remercier de les avoir aidés. Elle lui dit également qu'il n'a qu'à leur dire où se trouvent les survivants et que l'équipe de soutien ira les chercher. Elle lui demande s'il utilise une arme, puis lui dit de porter une ou deux épées. Il se rend compte qu'elle l'a appelé par son nom, mais qu'il ne leur a jamais dit son nom. Il continue à progresser à travers le donjon en se battant contre des araignées géantes, pendant qu'une équipe tient d'autres araignées à distance. Danduc mène l'équipe de soutien aux survivants et les sauve. Mais ils sont entourés d'araignées. Il les guide vers une zone sûre, un des membres dit au maître de la guilde qu'ils ont sauvé tous les survivants. Doike remercie Danduc, et lui dit que c'est presque comme s'il avait construit le donjon, puis il dit qu'il plaisantait. Il s'approche d'une autre porte, derrière laquelle se trouvent des gobelins. Danduc demande s'il peut entrer seul, mais l'un des autres membres lui dit qu'il est arrogant et qu'il ne s'agit que de simples gobelins. L'un des membres est furieux que Danduc lui vole la vedette, et lui et son ami marchent devant le groupe. Les lumières s'éteignent et Danduc essaie de les avertir de ne pas allumer leur lampe de poche, mais ils l'ignorent, pensant qu'il a juste peur des gobelins. L'un des hommes se retourne lentement, et il est criblé de flèches à plusieurs reprises. Doike leur dit de ne pas bouger et demande à Danduc si c'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'ils allument leur lampe de poche. Doike dit à Danduc qu'ils ne peuvent pas attaquer s'ils ne peuvent pas voir, mais Danduc demande s'il peut se battre sans voir. Doike demande si c'est possible, et Danduc lui répond de leur laisser tout entre ses mains. Danduc leur dit qu'il sait qu'ils sont nerveux,
mais qu'ils ne doivent pas faire un bruit ou bouger avant qu'ils ne disent que c'est bon. Il active sa focalisation de combat et nous voyons des gobelins l'entourer. Le groupe entend des bruits, et il leur dit d'allumer leur lumière maintenant. Il voit Danduc tenir un gobelin par la gorge et d'autres sont morts sur le sol. Dohuke le félicite et il continue jusqu'à la dernière porte. La porte des Minotaures. Ils ouvrent la porte et voient le Minotaure sur un trône au sommet d'un escalier. Danduc voit une fenêtre d'état qui mentionne la sélection de 5 sacrifices, mais personne d'autre ne comprend. Alors qu'il s'apprête à partager les informations qu'il a obtenues, l'un des membres en a assez que Danduc lui vole le spectacle, alors il tente de s'approcher du boss pour lui tirer dessus à l'arbalète. Danduc tente de l'avertir, mais l'homme crie après Danduc et s'approche trop près du boss. Ce qui signifie qu'il sélectionne au hasard 5 sacrifices. Danduc et Dohuke sont sélectionnés et le Minotaure s'approche d'eux. Il pousse un cri et charge l'un des hommes. Dohuke le sauve et charge le Minotaure. Il esquive son attaque et frappe le Minotaure. Mais il n'arrive pas à lui faire de dégâts à cause de l'épaisseur de sa peau. Danduc lui dit de faire attention, et le Minotaure lui rafle le bras, blessant Dohuke. Danduc remarque que le Minotaure rassemble des éclairs autour de son poing levé, et reconnaît qu'il s'agit du pouvoir de Thor. Les autres membres pensent qu'il s'agit d'une ouverture et se précipitent sur le boss. Danduc tente de les avertir, et alors que le Minotaure est sur le point de frapper Dohuke, Danduc lui donne un coup de pied au visage. L'attaque du Minotaure passe quand même et envoie tout le groupe au loin. Alors que Danduc perd connaissance, il se rend compte qu'il y a une épée sur le sol à côté de lui, et il tente une dernière chose. Il dit qu'il n'a pas tout enduré jusqu'ici pour mourir, et active son talent d'épée. Danduc se tient devant le Minotaure, et Dohuke dit qu'il n'a même pas pu lui donner une égratignure, alors quelqu'un qui vient tout juste d'apprendre à utiliser une épée ne pourra rien faire. Il veut lui dire de s'enfuir, mais ne peut pas parler. Alors qu'il s'excuse, tout le monde est surpris de voir Danduc couper la corne du Minotaure. Danduc explique qu'au début, c'était un pari, mais qu'une fois qu'il a tenu l'épée dans ses mains, il s'est rendu compte qu'il pouvait l'abattre. Le Minotaure charge Danduc et lui donne un coup d'épée, mais Danduc le dépasse en laissant de multiples entailles sur son corps. Dohuke est surpris de constater qu'il n'est pas un artiste martial, mais d'un épéiste. Les blessures sont trop superficielles et l'épée de Danduc est sur le point de se briser. Danduc décide de ne pas perdre de temps et fonce sur le Minotaure, qui abat son poing sur lui. Danduc l'esquive et lui donne un coup de pied. Le coup de pied est inefficace, et il lance son épée pour le faire esquiver. Il lui donne ensuite un coup de pied dans la mâchoire. Il saisit son épée en l'air et active à nouveau son talent d'épée. Mais le Minotaure se fracasse la tête contre le sol. Danduc se rend compte que son prochain coup sera le dernier. Mais il a besoin d'une ouverture, il voit les éclairs commencer à s'accumuler et réalise que c'est son ouverture. Danduc se prépare pour son attaque, et lui et le Minotaure se mettent en position pour leurs attaques. Dohuke voit son épée se briser et se souvient de ce que Danduc a dit à propos du combat sans pouvoir voir. Il dit à l'un de ses membres qu'il a quelque chose dans son habit et que c'est son temps de briller. Danduc continue de préparer son attaque, tout comme le Minotaure. Il continue à se préparer, attendant que l'autre fasse le premier pas, et le Minotaure commence à s'élancer. Danduc fonce droit sur lui, se met à portée et frappe, laissant une grande blessure sur le Minotaure, mais son épée se brise à l'impact. Danduc laisse tomber son épée, croyant que c'est fini, et alors que le Minotaure s'abat sur lui, nous voyons qu'il a saisi une épée qui a été jetée derrière lui. Et il la poignarde en plein dans l'estomac. Nous sommes maintenant à l'entrée de la porte, et les gens à l'extérieur peuvent voir les gens se préparer à sortir, et Danduc porte Dohuke. Danduc lui demande comment il savait qu'il serait capable d'attraper l'épée, et il mentionne le fait qu'il s'est battu sans voir auparavant. Dohuke lui dit de saluer les gens en tant que premier contributeur du labyrinthe. Danduc lève le poing en signe d'excitation vers la foule. Nous voyons Danduc rendre visite à sa mère à l'hôpital. Il est réjoui qu'elle soit saine et sauve. Nous le voyons également à la télévision lors d'une interview, ce qui le met dans l'embarras. Mais sa célébrité grandissante a accru son pouvoir divin. Maintenant qu'il dispose de 1000 pouvoirs divins, il peut postuler à d'autres emplois, et il accepte un emploi à la forge d'Héphaïsto. Il y est téléporté et se retrouve à l'intérieur de la forge. Il dit qu'il fait aussi chaud que dans un sauna et se demande si par hasard, il y aurait un climatiseur. Alors qu'il n'en est pas conscient, il se trouve juste derrière lui. Héphaïsto le salue et Danduc lui rend l'appareil. Héphaïsto mentionne que l'amour de Damuk pour les humains lui a permis de nettoyer le donjon de Thor, et qu'il n'est pas étonnant qu'il le favorise. Héphaïsto dit qu'il va expliquer ses demandes de travail et sonne de la trompette. Quelques nains accourent et le saluent, et Héphaïsto mentionne que des objets ont soudainement commencé à disparaître autour de sa forge. Héphaïsto dit à Danduc qu'il sera absent pendant un jour et lui donne le club d'Hercule. Alors qu'Héphaïsto prend congé, Danduc lui dit qu'il ne lui a jamais dit en quoi consistait son travail.
Héphaïsto lui répond que tant qu'il est plus fort qu'eux, tout ira bien. Danduc leur dit de se calmer et sort sa massue. Les nains sortent leurs armes et l'un d'eux lui dit adieu. On voit alors Danduc se réveiller au son de la conversation de deux nains. Il se rend compte qu'il est attaché et il leur dit qu'ils vont le regretter. Il se moque de lui et il parvient à se libérer. Il les frappe avec sa massue et les attache. Nous apprenons qu'il porte une épée dans sa manche, à cause des paroles de la jeune fille dans le labyrinthe. Et il voit le collier de Freya proche des nains. Le film montre les nains en train de charger des matériaux, et le chef des nains est présenté sous le nom de Point Rouge. Il leur fait un discours sur le fait qu'ils sont les meilleurs mineurs et de courageux guerriers. Mais ils n'ont jamais été traités avec respect et ont été humiliés par Héphaïsto. Nous apprenons qu'ils veulent se venger à cause de cela. Danduc se demande ce qu'il peut faire contre eux et finit par faire du bruit, et ils l'aperçoivent en train de se cacher. Ils sortent leurs armes et commencent à lui tirer dessus. Point Rouge s'approche de Danduc qui se cache et lui dit qu'ils vont maintenant nettoyer tout l'endroit avec leurs armes, qu'ils n'ont affaire qu'à Héphaïsto et que si Danduc meurt ici, il se sentira mal. Il propose à Danduc de devenir leur complice ou de retourner d'où il vient. Danduc ne peut pas s'enfuir, car il perdrait sa réputation, et l'autre option conduirait à Héphaïsto le martelant jusqu'à son dernier souffle. Il se rend compte qu'il doit soit les combattre, soit mourir aux mains d'Héphaïsto, alors il sort de sa cachette. Il demande à Point Rouge pourquoi ils doivent aller aussi loin jusqu'à se venger, puisqu'ils sont partenaires d'Héphaïsto. Et que pense-t-il qu'Héphaïsto fera lorsqu'il découvrira ce qu'ils font? Il leur demande s'ils n'ont pas vraiment peur de la punition des dieux, et il lui tire dessus en plein visage. L'un des nains lui dit de se taire et commence à lui tirer dessus, mais Point Rouge lui dit d'arrêter. Point Rouge lui dit qu'il va lui dire une chose, et il dit qu'Héphaïstus n'est rien d'autre qu'une ordure, ce qui trouble Danduc. Danduc répète sa question, et Point Rouge répond qu'il est un voleur. Il explique ensuite qu'Héphaïsto est venu dans leur montagne, a loué leur savoir-faire et leur a proposé de travailler ensemble. Mais il s'est contenté de les utiliser comme des esclaves. Danduc demande comment ils sont devenus des esclaves, et Point Rouge répond que sans avoir à payer quoi que ce soit à Héphaïsto, ils avaient du temps libre en plus de devoir travailler 6 heures tous les jours de la semaine, et qu'on leur volait leurs âmes passionnées. Et que s'ils n'avaient pas travaillé pendant toutes ces années, ils auraient tout l'argent et la gloire d'Héphaïsto. Ce qui rend Danduc encore plus confus. Point Rouge dit qu'au moment où il a remarqué que leur passion avait disparu, il ne restait plus que la vengeance. Danduc dit qu'il comprend ce qu'il veut dire maintenant, et qu'il est une ordure. Et qu'un homme qui est jaloux de ceux qui lui sont supérieurs est définitivement une ordure. Les nains lèvent à nouveau leurs fusils, et Danduc leur crie d'arrêter, et qu'ils doivent l'écouter jusqu'au bout. Danduc dit que c'est ainsi que les autres verront les choses, que s'ils s'enfuient ainsi, ils ne seront que des voleurs. Et il demande si les nains, qui sont de grands artisans et de fiers guerriers, peuvent supporter un tel déshonneur. Et qu'il y a une autre façon pour eux de se venger. Il dit qu'il n'est qu'un guerrier, mais qu'il possède l'arme d'Héphaïsto. Ils doivent donc se battre contre lui. Sinon, ils n'ont qu'à reconnaître la supériorité d'Héphaïsto et s'enfuir. Point Rouge accepte de se battre avec lui, mais dit qu'il a intérêt à être assez fort pour tenir jusqu'à ce qu'il prouve que leurs armes sont meilleures que celles d'Héphaïsto. Point Rouge saute sur Danduc avec son marteau, brisant le sol. Danduc se précipite à sa suite, et Point Rouge le frappe, mais Danduc le rattrape. Point Rouge manque à nouveau son coup, et Danduc se rapproche, mais reçoit un coup de pied de Point Rouge. Point Rouge le complimente sur sa maîtrise de l'épée, et s'excuse d'avoir été impoli avec lui, et dit qu'il va maintenant utiliser toute sa puissance. Danduc dit d'y aller et Point Rouge le charge, mais Danduc le bloque. Danduc se place ensuite derrière lui et frappe, mais Point Rouge bloque également son attaque. Les autres nains mentionnent que leurs sons sont semblables à ceux de la forge. Nous apprenons que Point Rouge se sentait inférieur à Héphaïsto et qu'il était une grenouille dans un puits. Il admet alors sa défaite, et Danduc se jette sur lui. Mais Héphaïsto bloque son attaque et lui dit qu'il ferait mieux d'expliquer ce qui se passe ici. Héphaïsto remarque les matériaux que les nains ont volés et leur demande d'expliquer pourquoi ils sont là. Point Rouge dit qu'il est responsable et que cela n'a rien à voir avec la tribu. Héphaïsto lui demande de s'expliquer et Danduc répond qu'il lui a demandé de le faire. Héphaïsto lui dit qu'il l'a chargé de garder la forge et de lui donner une explication. Danduc sort le collier de Freya, et Point Rouge se rend compte qu'il l'a laissé au nain qui gardait Danduc. Mais Danduc lui dit que Point Rouge l'a trouvé pour lui, et qu'il a demandé au nain de sortir tous les objets de l'entrepôt pour les vérifier. Héphaïsto demande si c'est vrai, mais remarque l'atmosphère tendue et rit en disant que Danduc est un bon gars et qu'il comprend pourquoi Thor l'aime. Héphaïsto ramasse le marteau de Point Rouge et dit qu'il pensait qu'il négligeait leur travail de forgeron, mais qu'il entendait le marteau heurter la massue depuis l'Olympe. Il raconte qu'elle est devenue une meilleure arme qu'auparavant.
et qu'il se réjouit de leur collaboration. Héphaïsto dit qu'il a pris la bonne décision en confiant le travail à Danduc et lui donne une boîte en guise de remerciement. Danduc se demande quelle bonne récompense l'attend à l'intérieur. Il ouvre la boîte et est déçu de voir un monstre. Héphaïsto lui dit de regarder de plus près et nous voyons qu'il s'agit d'un bébé renard. Danduc dit que c'est un peu bizarre d'avoir un animal de compagnie, et Héphaïsto fait une blague en lui demandant s'il n'en a pas besoin. Puis il murmure quelque chose au renard, qui se transforme en épée. Il dit qu'il est dommage qu'il n'en ait pas besoin. Il lui explique quelle est l'essence des armes et qu'elle peut se transformer en n'importe quelle arme si elle a à peu près la même taille que le renard. Et que le renard est le trésor d'une déesse. Héphaïsto et le renard font des grimaces en disant que c'est une honte et qu'il va le donner au nain. Danduc dit qu'il prendra le renard, et qu'il ne l'a refusé que par politesse. Danduc décide de l'appeler Blanche-Neige parce qu'il est blanc. Le renard le lèche et Héphaïsto le transfère à Danduc. Héphaïsto lui dit qu'il lui donnera aussi des objets de l'entrepôt et qu'il doit être prudent sur le chemin du retour. Alors que Danduc s'en va, Point Rouge s'approche et lui demande pourquoi il les a aidés, et il lui explique qu'il ressemble à son ancien moi. Point Rouge demande si c'est tout, et Danduc lui répond que tout le monde vit en s'aidant les uns les autres. Et qu'Héphaïsto le savait probablement depuis le début, mais qu'il n'en a pas tenu compte. Lorsque Danduc quitte le portail, Point Rouge le remercie et s'incline. Danduc décide de gagner de l'argent et se rend dans un grand magasin Hunter. On nous présente un directeur général arrogant et sans nom qui, lorsqu'il voit Danduc, le prend pour un mendiant. Il se demande même si c'est un chasseur, car son animal est minuscule et il n'a pas d'armure ni d'armes. Il guide Danduc avec snobisme, pensant qu'il n'a fait que ramasser des ordures pour les vendre et lui dit de remettre ses objets au bureau d'évaluation. L'évaluateur demande à Danduc où il a trouvé ses articles et Danduc répond qu'il a pris des objets au hasard. Le directeur général lui reproche d'avoir apporté des articles bon marché dans son magasin. L'évaluateur mentionne qu'il travaille depuis 40 ans et que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un se débarrasser d'un équipement valant 4 étoiles. Le directeur général change instantanément de personnalité et le guide vers le salon VIP. Il lui indique le prix de ses articles, ce qui surprend Danduc. Il décide de vendre tout son matériel, mais pas dans le magasin de Monsieur Snob tout le temps. Nous voyons Danduc après avoir vendu son équipement, et il est heureux des chiffres de son compte de banque. Il se rend à l'hôpital et apporte des cadeaux à sa mère. Elle apprend qu'il a un talent et s'effondre de joie. Doukei passe à la télévision et fait l'éloge de Danduc, ce qui augmente sa réputation et lui permet d'obtenir plus de pouvoir divin. Il voit également à la télévision qu'une porte s'est ouverte, ce qui effraie Blanche-Neige. Danduc touche Blanche-Neige et entrevoit un œil géant qui surveille la Terre. Il dit à sa mère qu'il doit partir, et nous voyons des hommes combattre des gobelins en quittant le portail. Et Danduc vient tout juste d'arriver au sommet d'une falaise au-dessus de la porte. Quelqu'un voit Danduc au-dessus de la porte et en parle à son supérieur, qui se fâche. Il décide, avant qu'une mauvaise histoire ne soit écrite à son sujet, de s'occuper seul du civil. Il saute sur la falaise pour rejoindre Danduc. Il dit à Danduc d'aller tourner sa vidéo YouTube ailleurs. Il lui dit qu'il comprend qu'il soit nerveux devant un chasseur 3 étoiles, mais que s'il veut un autographe, il peut lui en donner un. Danduc lui demande s'il est célèbre ou quelque chose du genre, ce qui met l'homme en colère. L'homme traite Blanche-Neige d'animal de compagnie faible et dit que Danduc réfléchira après avoir été battu. Danduc esquive et le fait trébucher. Au moment où il tombe de la falaise, Danduc le rattrape. Il s'excuse et demande si un chasseur 3 étoiles peut frapper n'importe qui avec son poing. Il dit que c'était une esquive chanceuse et le frappe à nouveau. Danduc esquive de nouveau et lui dit que ce n'est pas grave s'il veut continuer, mais que les gens regardent. Les spectateurs remarquent que c'est Danduc, et il leur crie de prendre de belles photos, car ils vont bientôt entendre de bonnes nouvelles. Danduc saute de la falaise et entre directement dans le portail. On dit que les humains ne peuvent pas franchir les portails. Un message de statut apparaît, vérification de votre statut, dieu de classe inférieure, vous pouvez entrer dans ce monde, vous êtes entré dans l'autre côté du monde, l'œil de l'abîme nous observe. Danduc lui répond qu'il avait raison et que seul un dieu peut franchir la porte. Alors qu'il tente de l'explorer, il est arrêté par un mur invisible. Il essaie à plusieurs reprises, puis décide d'entrer dans le seul endroit où il peut le faire, c'est-à-dire une grotte. Il dit qu'il l'a vu dès son arrivée, mais qu'il n'a pas voulu entrer. Mais il est temps de voir le visage du propriétaire de la porte. Nous voyons Danduc sur les cadavres de quelques gobelins, se demandant pourquoi ils sont si nombreux. Il pensait pouvoir s'en débarrasser en tuant le boss, mais il semble que ce soit différent des autres donjons. Les monstres semblent être conscients. Alors qu'il commence à parler de l'augmentation de sa puissance divine, un gobelin géant entre en scène. Il se jette sur Danduc, mais il l'esquive. Il a enfin trouvé le monstre boss.
Il voit le monstre arriver, mais il est très lent. Danduc se demande comment il peut être un chef de donjon alors qu'il est si peu surveillé, et brise son épée. Il transforme Blanche-Neige en épée et coupe le gobelin. Il n'est pas sûr que le chef soit vraiment mort, ou qu'il fasse semblant parce qu'il n'y a pas de message clair. Il extrait le noyau pour prouver qu'il l'a tué, et lorsqu'il le retire, la couleur est noire au lieu de ce qu'elle est normalement. Le noyau bouge, il s'échappe de sa main et l'effraie. Il le poignarde et voit un message indiquant que la porte a disparu. À l'extérieur de la porte, des journalistes demandent s'il est vrai que quelqu'un est entré à l'intérieur. Des chercheurs discutent de la nécessité d'arrêter les journalistes, faute de quoi le monde universitaire sera critiqué pour ses informations erronées. Alors qu'ils discutent de tout cela, Danduc sort par la porte. Il est content qu'il y ait beaucoup de monde. Les journalistes le bombardent de questions, et il leur dit que la chose la plus importante est que l'humanité peut maintenant détruire les portes de donjon. Il lui demande comment, et d'être précis, et il leur montre le noyau du patron qu'il a extrait. Il le lance en l'air et leur dit qu'il va leur montrer quelque chose d'intéressant. Il le coupe en morceaux et la porte se brise derrière lui. Le portail disparaît et tout le monde est surpris. Danduc se dit que c'était cool, et il a raison. L'une des chercheuses dit qu'elle n'a jamais vu une chose pareille de toute sa vie. Elle lui demande qui il est, et il lui dit son nom. On voit que son nom se répand dans toute la Corée. On voit sa puissance divine augmenter rapidement, et il atteint 10 000 points de puissance divine. Il est maintenant désigné comme un dieu de classe inférieure, une classe supérieure que celle qu'il avait auparavant. Un journaliste place son micro dans la fenêtre d'état, ce qui effraie Danduc. Plusieurs autres personnes lui tendent leur micro, et une fille s'approche de lui dans la foule. Les gens sont surpris de la voir, et il s'avère qu'il s'agit d'une chasseuse 7 étoiles nommée Ju Soyul. Soyul lui dit qu'il devra les accompagner, et nous voyons Danduc assis à l'intérieur d'un appartement, et il se demande pourquoi ils l'ont appelé là. Nous en apprenons un peu plus sur Soyul et sur le fait qu'elle est l'une des 3 seules 7 étoiles. Et comment elle est reconnue dans le monde entier. Pendant qu'il attend, il ouvre sa fenêtre d'état et déverrouille les systèmes de pouvoir, de symboles et de titres. Il se demande si les titres sont quelque chose comme « Dieu de la guerre » pour Arès, et il a plusieurs choix. Il opte pour « Dieu de l'épée ». Nous voyons le système dire « Damuk a reçu le nom d'épée et une boule de lumière pénètre dans sa poitrine ». Une autre dit « Tu as été intronisé Dieu de l'épée ». Il doit maintenant choisir un pouvoir pour lui-même, et il choisit intuition. Il montre ses nouvelles statistiques, et que l'intuition lui donne un 6e sens. Quelqu'un frappe à la porte, et c'est Soyul. Elle lui remet un laissez-passer pour sa guilde, et il se regarde maladroitement. Neige saute vers elle et elle le caresse. Elle lui donne une collation et lui dit qu'elle a été ravie de rencontrer Damuk et Neige. Mais il n'a jamais mentionné le nom de Neige. Il pense qu'il s'agit d'une harceleuse et ne sait pas quoi faire à son sujet, mais il est interrompu par une alerte. C'est une notification de travail pour nourrir Cerberus. Et c'est un double salaire. Il confirme le choix de travail, et nous voyons le paysage du monde souterrain. Il est téléporté à l'intérieur et accueilli par une lumière aveuglante. Il s'agit en fait d'un homme effroyable qui tient une lampe. Danduc se rend compte qu'il est sur un bateau, et l'homme sur le bateau lui dit qu'il n'est pas mort. Il explique qu'il s'agit de la rivière Styx et que c'est là que les morts sont transportés, et que les vivants ne peuvent pas traverser. Danduc reconnaît l'homme sur le bateau dans la mythologie, et il s'agit de Charon. Danduc lui demande s'il peut l'aider à traverser, et il lui dit de repartir. Danduc demande s'il peut rencontrer Hadès, ce qui met Charon en colère. Charon sort sa faux et lui dit de repartir, en ajoutant que beaucoup de dieux de basse classe au sang chaud sont morts ainsi. Danduc lui montre son doigt, ce qui met Charon en colère. Charon lance sa faux vers le bas et Danduc esquive. Il sort Neige et coupe la lame de la faux en deux. Il est surpris par l'arme de Danduc, et nous pouvons voir que Danduc tient la massue d'Hercule. Cela met Charon encore plus en colère, car c'est une arme qui a été utilisée pour le battre auparavant. Alors qu'il commence à parler, Danduc frappe Charon à la tête et lui dit de se dépêcher. Ils arrivent à destination et alors que Danduc descend du bateau, Charon brandit sa faux dans sa direction. L'intuition de Danduc s'active et il esquive l'attaque. Danduc le bête et est approché par Perséphone. Elle explique que son mari était furieux que personne n'ait posé sa candidature, et que sans lui, elle aurait été obligée de le faire. Elle l'escorte jusqu'à l'endroit où se trouve Cerbère et lui explique que battre Charon était un test. Danduc pense qu'il s'en sortira parce que ce n'est qu'un chien, mais nous voyons Cerbère, et Danduc pense qu'il est foutu. Et il montre un message se moquant d'Hadès pour avoir dit « le chien ne mord pas ». Perséphone lui remet une lettre qu'Hadès a écrite pour nourrir le chien, et qui lui dit pratiquement de mourir. Et Danduc déchire la lettre en deux, se demandant comment il est censé de promener Cerbère. Elle mentionne que le précédent participant a essayé de s'enfuir et qu'Hadès l'a gardé en enfer et l'a mis en pièces, ce qui effraie Danduc.
Il recolle la lettre et demande par quoi il doit commencer. Elle lui dit de commencer par nourrir les animaux, et nous voyons d'énormes morceaux de viande. Danduc prend de la viande et mentionne qu'il travaillait dans un café pour animaux. Il essaie de faire asseoir Cerberus, mais celui-ci lui jette de la terre. Cela le met en colère et il lance la viande sur Cerberus. Les autres têtes rient et il leur jette aussi de la viande. Ils le chargent avec colère, mais sont arrêtés par la chaîne. Danduc nargue Cerbère qui se libère des chaînes. Danduc attrape Perséphone et s'enfuit. Elle lui dit qu'elle est toujours la femme d'Hadès et qu'il ne l'attaquera pas. Mais Cerbère essaie quand même de l'attaquer. Il la pousse hors du chemin et invoque Neige, puis saute dans les airs. Neige se transforme en massue et s'abat sur la tête de Cerbère. Cela ne fait rien et Cerbère lui donne un coup de patte sur le côté, et l'envoie voler. Mais Danduc atterrit au bord du Styx et on voit des mains qui essaient de le tirer vers l'intérieur. Perséphone l'avertit, mais il ne l'entend pas, et Cerbère lui fonce dessus. Danduc refuse de mourir à Cerbère et se jette dans la rivière. Cela choque Perséphone. Nous voyons Danduc s'enfoncer dans l'eau et il se demande s'il est en train de mourir. Il se demande si les bons moments n'étaient que des illusions. Il a l'impression que ses souvenirs dérivent et qu'il doit s'agir de flashbacks. Il voit Blanche-Neige nager jusqu'à lui et le mordre au nez. Il remarque alors que des mains le tirent vers le bas et, alors qu'il perd conscience, il se souvient du marteau géant qu'il a reçu et l'invoque. Il frappe des mains pour les éloigner. Il l'utilise à nouveau et s'éloigne des mains. Il nage jusqu'à la surface et sort en rampant. Il est accueilli par les dents de Cerbère. Et nous le voyons se faire mordre. Danduc se demande pourquoi il ne ressent pas de douleur, puis nous constatons qu'il est immunisé contre tous les maux dus à son séjour dans la rivière. Il évoque l'histoire d'Achille, mais Perséphone est choquée de le voir dans la bouche de Cerbère. Elle tente de le sortir de là, mais Cerbère le fait tournoyer, puis le recrache. Alors qu'il parle à Perséphone, lui expliquant comment il s'en est sorti, Cerbère lui mord le bras, puis le soulève et l'écrase au sol. Cerbère baisse les yeux et Danduc lui demande s'il a fini. Perséphone se demande s'il va bien et mentionne la bénédiction de l'immortalité. Danduc demande à Cerbère s'il veut aller se promener. Cerbère grogne après lui, et il l'avertit que s'il continue à grogner, il ne l'emmènera pas se promener. Cerbère se retourne et s'en va, mais il ramasse sa chaîne et la laisse tomber en attendant Danduc. Perséphone dit à Danduc que cela fait longtemps que Cerbère ne s'est pas promené et qu'il faut y aller doucement. Il lui dit qu'on l'a appelé le président des chiens et qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais Cerbère l'entraîne. Alors qu'il le traîne, Perséphone lui dit d'utiliser son pouvoir divin pour renforcer son corps. Elle lui demande pourquoi il ne l'utilise pas et il lui répond qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Il lui demande comment faire, ce qui la rend perplexe, car il ne le sait pas. Elle lui dit de se rappeler comment il utilise son pouvoir et d'imaginer qu'il contrôle l'eau à l'intérieur de son corps. Danduc s'imagine contrôler l'eau dans son esprit et parvient à arrêter Cerberus. Elle dit à Danduc de se concentrer sur la partie de son corps qu'il veut renforcer, il se concentre et tire Cerberus, le faisant basculer dans les airs. Il dit à Cerberus que c'est assez pour une promenade et qu'il doit rentrer. Mais Cerberus ne veut pas, alors il le tire vers l'arrière. Perséphone est surprise de voir tout ce qu'il peut faire, même si c'est la première fois qu'il utilise son pouvoir, et qu'il est bon pour un temps partiel. Il se demande pourquoi elle n'est pas intervenue auprès de Cerberus alors qu'elle est très forte. Elle lui explique qu'il y a des restrictions et que Cerbère garde l'enfer et bloque les esprits qui veulent retourner dans le monde des mortels. Et qu'elle est l'un d'entre eux. L'un de ceux qui veulent revenir. Alors qu'il rentre chez eux, il se souvient du mythe d'Hadès qu'il a enlevé et de la tristesse qu'elle doit ressentir. Se rend compte qu'il ne peut rien y faire. Cerbère se met en colère et Danduc demande à Perséphone pourquoi. C'est parce qu'il poursuit une âme. Il se demande pourquoi il a un chien qu'il est le seul à pouvoir manipuler. Alors qu'il place la chaîne sur le pilier, son intuition s'active et Danduc frappe le pilier, essayant de voir ce qu'il contient. Il en sort le collier de Cerberus. Elle se demande comment il a su où il se trouvait, et Danduc répond que c'était une intuition mais qu'il ne peut pas l'utiliser parce qu'il appartient à Hadès. Perséphone réfléchit et dit que cela n'a pas d'importance, et que l'utiliser n'est pas interdit ou quoi que ce soit, et Hadès lui a souvent dit de trouver le collier. Il dit à Cerbère de le laisser le mettre, mais il doit le vaincre pour le faire. Il se sent comme dans Pokémon et ordonne à Cerberus de s'allonger, de se retourner, etc. Pour l'avoir mordu plus tôt, il punit Cerberus en l'obligeant à faire face à un mur jusqu'à ce qu'il dise qu'il peut se retourner. Alors qu'il lui dit que Cerbère ne peut rien contre lui, elle lui pique la joue et lui jette un sort. Alors qu'il tombe inconscient, elle lui dit que Cerberus avait deux objectifs. Le premier était de surveiller les morts qui tentaient de s'échapper, et le second était de la surveiller elle. Elle lui dit de bien dormir et qu'elle reviendra avant le retour de son mari. Alors que Danduc perd connaissance, il se souvient que pour Hadès, Perséphone est plus importante que le monde des morts.
Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez, Gopta, pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de contenu, laissez un like ou un commentaire pour aider la chaîne, merci de regarder.